Bonjour Chandara Ok, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour Risk Intelligence afin de conduire cette interview. Alors si j'ai bien compris, vous avez débuté donc, votre carrière dans l'industrie. Vous avez continué cette carrière pendant une vingtaine d'années dans le secteur banque-finance, dans lequel vous avez justement assuré des fonctions de directeur d'audit, conformité et management des risques, et donc pour des structures qui étaient notamment françaises mais également étrangères. Vous avez par la suite donc ouvert votre propre structure où vous faites du management de transition pour les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En fait, j'assiste les banques et les compagnies d'assurance, plutôt de taille moyenne, à améliorer leur organisation et leur management des risques, notamment suite à des contrôles par le superviseur, la CPR ou l'AMF. Et donc, pour faire ça, j'ai deux casquettes. Soit j'interviens comme consultant, donc soit tout seul, soit avec un cabinet, soit j'interviens comme manager de transition, mais pour le même type de mission. L'avantage du management de transition, c'est que vous avez une place dans l'organigramme et souvent vous êtes mieux accepté par les collaborateurs. Donc ça se passe en général vraiment mieux. Mais le contenu de mission est le même. D'accord, très bien. L'année 2020 a été pour tous un grand chamboulement avec le Covid. Selon vous, quels sont les enjeux en matière de risque ? D'abord, c'est un risque économique qui touche toutes les entreprises. Il faut absorber la baisse d'activité et pour certains, essayer de survivre cette période-là. Et il y a aussi un impact organisationnel et de modèle fort, puisqu'il faut accélérer l'activité en ligne, les ventes et les services en ligne, qui avaient déjà démarré, mais on a vu que pour continuer à fonctionner pendant le confinement, il fallait offrir ce service pour les grandes entreprises comme les petites, y compris les petits commerces. Les gens ont consommé différemment. Peut-être il y a une conscience écologique plus forte pendant cette période-là. Les gens essaient de consommer plus vert ou ce qu'ils pensent être plus vert. Et le troisième aspect, c'est le passage au télétravail généralisé qui comporte son lot de risques qu'il faut bien manager. Alors, pour l'industrie financière dans laquelle j'opère, donc pour les banques et l'assurance, disons que le Covid est venu s'ajouter à beaucoup de défis qu'il faut affronter. J'en vois trois. Le premier, c'est l'arrivée de nouveaux concurrents dans les activités financières qu'on appelle néobanques, que permet notamment des nouvelles directives. Le deuxième, c'est l'accélération des changements de consommation des ménages. Aujourd'hui, on consomme la banque différemment. Vous voyez bien, on va moins en agence et on change plus souvent de fournisseur bancaire, puisque la banque est devenue un fournisseur comme un autre. Et puis le troisième aspect, c'est l'impact de la réglementation qui vient perturber un peu l'activité, qui d'un côté augmente les contraintes vis-à-vis des établissements, donc je pense à Bâle 3, et l'autre côté ouvre le marché à de nouveaux acteurs, notamment ces néobanques, et je pense notamment aux directives DSP ou MIF. Et donc pour l'industrie financière, ce qui est difficile, c'est de gérer tous ces défis à la fois, et les changements de comportement vont trop vite par rapport à l'organisation des entreprises et puis à l'adaptation des hommes en tant que tels. Donc, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y a un lien entre l'accélération de la robotisation et la pandémie. Pourquoi ? Bien, pendant cette période de pandémie, les entreprises avaient besoin de quoi ? D'abord, pour servir la clientèle en ligne, il faut digitaliser l'offre et les services en ligne. Donc, qui dit digitalisation dit forme de robotisation. Il y a l'indisponibilité des collaborateurs, malgré mise en place du télétravail. Donc les entreprises ont besoin d'avoir une permanence d'activité malgré les soubresauts, le confinement et l'absence des salariés.
Et puis troisièmement, il y a simplement la contrainte économique, il faut réduire les coûts. Et donc la robotisation répond en partie à ces trois besoins. D'accord. La robotisation n'impacterait-elle pas plus les activités à répétition si elle a faible valeur ajoutée? Est-ce que par ce processus-là, cela ne permet pas aux entreprises finalement de se concentrer sur des activités beaucoup plus valorisantes? En fait, depuis la technologie a fortement évolué, je peux vous citer quatre améliorations. D'abord, l'avènement de l'intelligence artificielle, notamment associée au big data. La reconnaissance de la voix et de l'écriture. Une véritable gestion électronique des documents. La GED existait déjà depuis plus d'une dizaine d'années, mais aujourd'hui on a une véritable gestion efficace. Et enfin, sur le plan purement IT, on fait appel aujourd'hui à des outils de type API et au cloud computing qui permettent de faire sauter les verrous qu'on avait jadis. Aujourd'hui, ces progrès technologiques permettent de gérer, de robotiser tout ou partie du processus de production. Ça va du front office au middle office au back office. Également les sociétés de services. Dans le front office, je pense notamment à l'information, au conseil et à la vente. Dans le middle office, il y a le suivi, la gestion de la vente, des ordres de bourse et des opérations. Et puis en back office, évidemment, on a la robotisation, la gestion administrative, mais également de la relation client. Les fonctions support qui étaient peu touchées il y a quelques années le sont aujourd'hui. Donc, je pense au marketing, je pense au juridique, je pense à la DSI et la fonction DSI en tant que telle, et je pense aussi aux fonctions de risque et de contrôle interne qui sont lourdement impactées. Et la robotisation aujourd'hui commence à toucher, il touchera aussi des fonctions plus nobles de type comptable. Enfin, les fonctions qu'on prévoit robotiser en partie, c'est la comptabilité, ce sont les architectes, les journalistes, les médecins et notamment les spécialistes, parce que l'intelligence artificielle pourra automatiser ou aider à pas mal de diagnostics. Et donc la robotisation qui touchait que des postes subalternes dans le passé va toucher des postes d'encadrement moyen et même supérieur. D'accord. Vous insistez notamment sur le fait que cela va être un challenge pour les métiers du risk management. Ne serait-ce pas plutôt un bienfait pour le risque ? C'est vrai que la robotisation, si elle est bien menée, va réduire le risque opérationnel, le risque d'erreur, le risque de non-conformité. Mais je pense que mon point d'attention concerne le fait qu'aujourd'hui, ces fonctions de risk management, j'inclus l'audit, la gestion des risques, la compliance, le contrôle permanent, la qualité également, ces fonctions-là n'ont pas une méthode de travail aujourd'hui adaptée à un modèle de type robotisation. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez, ces fonctions-là travaillent avec une approche plutôt a posteriori, c'est-à-dire qu'on contrôle après coup, on mesure les risques après coup. Demain, il va falloir travailler plutôt en amont, c'est-à-dire au moment où on va choisir d'injecter des critères dans les algorithmes, c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Ensuite, après, les choses vont tourner trop vite pour intervenir. Donc, c'est l'approche a posteriori qui n'est
plus adapté, c'est le fait que ces fonctions-là travaillent selon, on va dire, et c'est peut-être lié aussi à cette approche a posteriori, sur un rythme assez lent. C'est-à-dire c'est des plans de contrôle sur un an, alors que le process de robotisation oblige à intervenir vite dans la phase de conception, dans la phase de surveillance. Il faut intervenir dès qu'il y a un incident. Moi, je remarque aussi dans mon expérience que ces fonctions-là, paradoxalement, ne connaissent pas très bien le processus opérationnel métier des banques et des assurances. Et donc, quand on parle de robotisation des process, il faut bien connaître les process pour pouvoir justement apporter sa valeur ajoutée et injecter les sécurités dès le départ. Et puis le quatrième point est que très souvent ces fonctions-là connaissent peu la technologie, connaissent peu les datas, et donc il y a aussi un souci de monter en compétences. Et je dirais que le compliance ou le risk officer de demain seront probablement moins nombreux, experts dans les process opérationnels de leur entreprise, avec une très bonne culture IT et une très bonne connaissance des data. Donc c'est un peu un mouton à 5 pattes. Beaucoup de collaborateurs dans ces fonctions-là sont pas du tout préparés à ce type d'évolution. D'accord. Vous en parliez un petit peu au début. Donc aujourd'hui, le télétravail est largement plébiscité, accepté par les entreprises. Oui. Vous n'aviez pas l'air si convaincu que ça. Pourquoi ? Il ne s'agit pas de critiquer le télétravail. Alors, on parle bien du télétravail généralisé qui touche à Paris pendant le confinement, paraît-il, autour de la moitié des salariés. Aujourd'hui, un peu moins. En fait, le télétravail n'a pas un environnement adapté aujourd'hui. Parce qu'on continue à fonctionner selon un cadre de référence, qui est le cadre de référence du présentiel. Donc le télétravail, vous reviendrez avec moi, c'est différent. Il faut simplement adapter ce cadre. Aujourd'hui, il n'existe pas. C'est pas la palissade de dire que travailler à la maison, c'est pas comme travailler au bureau. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas forcément accès aux mêmes outils, aux mêmes informations, aux mêmes documents. On n'a pas accès aux collègues. Et je vois en termes de risques deux aspects. Il y a les risques à court terme et les risques à plus long terme. À court terme, ce qu'on a vu en mars dernier, lors du confinement, c'est que les entreprises ont dû parer au plus pressé. Donc, on a géré l'urgence. On a levé des sécurités informatiques. Ce qui n'était pas possible ou pas assez sécurisé avant est devenu possible. On l'a accepté vu l'urgence, vu les circonstances. Il y a eu des ruptures de service client ou une dégradation que l'on connaît. Et dans le quotidien, les collaborateurs ont buté sur des blocages de gestion. Et les blocages ont fait l'objet de contournements, de solutions de contournement localisées, ce qui crée une divergence au sein de l'entreprise, parce que on n'est pas sûr que tout le monde ait adopté les mêmes contournements. Il y a eu moins de contrôle interne, moins efficace. Le processus d'autorisation de décision a été pénalisé. Et donc les conséquences, c'est plus de risques opérationnels au plus large. Alors,
on a identifié certains impacts, on en a mesuré certains, mais on ne les connaît pas tous. Une dégradation du service client, une accumulation de risques opérationnels, dont certains ne sont pas encore bien identifiés, bien connus, une accumulation de risques de non-conformité, et bon, c'est peut-être accessoire par rapport au risque, ce télétravail a aussi mis en exergue je dirais la sous-activité de certains collaborateurs. Bon, on ne le découvre pas forcément, mais lorsque des collaborateurs ne produisent pas d'output, en télétravail, ça se voit plus. Effectivement. Et donc du coup, le télétravail généralisé que l'on voit aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il impacte également les fonctions de risk management? Et comment impacte-t-il? Bon, à côté de ça, il y a aussi des risques à plus long terme du télétravail non organisé. Je mets de côté l'impact sur le droit social. Je pense qu'il sera adressé, le temps de travail, le lien de subordination. Je pense que ça sera traité par les partenaires sociaux. Je pense plutôt à titre individuel sur l'isolement des collaborateurs travaillant seul chez lui, avec pas ou peu de contact humain, ce qui peut générer comme risque de moindre productivité, et puis de démotivation en général, de moindre productivité, et puis peut-être un effritement du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et sur le plan du travail, le collaborateur qui est chez lui, ou qui travaille même en dehors de chez lui, dans un internet café ou à l'extérieur, n'a pas cet environnement d'entreprise autour de lui. C'est un environnement qui le sécurise, avec des collègues qui peuvent l'aider, des managers qui peuvent les coacher, et un environnement qui les surveille, qui apporte un cadre et une contrainte également. Et le risque, c'est une moindre qualité du travail, et peut-être même des tentations un peu nocives. Je pense au risque opérationnel de fraude interne, fraude externe, de piratage. Quand on travaille à l'extérieur, on est plus exposé à ce type de risque. Également des problèmes de confidentialité des données. Quand on travaille à l'extérieur, quand on se connecte à des outils notamment métiers ou RH de paye à partir d'une interface web dans un restaurant, l'environnement est quand même n'est pas très sécurisé. Et puis le dernier impact à long terme qui est important pour le développement des entreprises, c'est que là on parle de gestion au quotidien, mais il y a aussi le développement à plus long terme des entreprises. Et je pense notamment aux nouveaux produits, aux nouveaux marchés, à la gestion des projets en général qui permettent de faire avancer l'entreprise. Là, on voit bien que se réunir essentiellement par Skype ou par Teams ne permet pas de développer des échanges, et je crains, il y a un risque en tout cas des dégradations de la capacité à créer, une créativité dégradée. Et ce qui manque, d'ailleurs on le voit pendant les derniers mois, c'est que ce qui manque, c'est le côté informel qu'on a quand on est en contact direct avec les collaborateurs pour essayer de lever des verrous ou d'essayer d'être plus réactif. Quand on est en vidéo, on est beaucoup plus rigide, et il n'y a pas cet aspect informel, enfin il y a moins cet aspect informel qui est important dans les
les projets de développement. Finalement, le lien social reste quelque chose d'important dans le milieu du travail. Oui. Oui, il faut non seulement accompagner le télétravail, mais certainement combiner le mode télétravail et le mode présentiel, parce que les deux vont continuer à cohabiter. Très bien. Écoutez, je vous remercie Chandara pour cette interview qui a été extrêmement enrichissante. Vous nous avez fait un lien entre la pandémie et l'accélération de la robotisation, mais également l'impact de cette accélération de la robotisation sur les métiers du risk management. Ouais. Donc, je vous remercie pour cette interview et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réavoir avec nous pour d'autres sujets similaires. Écoutez, volontiers, plaisir Merci. pour moi.